Autorité en croit la police, plus de 20 000 Mauriciens ont manifesté ce week-end à Moébourg, au sud-est du pays. Les organisateurs, en revanche, en revendiquent au moins le double. Une mobilisation de taille pour dénoncer la gestion par le gouvernement de la marée noire qui a souillé en août les côtes de l'île, très dépendantes du tourisme. Il doit partir, scandent les manifestants en référence au Premier ministre mauricien. À lui et à son gouvernement, il est reproché de ne pas avoir agi assez rapidement pour empêcher la pire catastrophe environnementale de l'histoire de ce pays d'1,3 million d'habitants. Cette nouvelle marche citoyenne fait écho à celle du 29 août dernier dans la capitale, une marche d'une ampleur exceptionnelle dans le pays, mais qui n'a pas fait bouger le Premier ministre au pouvoir depuis 2017. Pour sa part, il juge n'avoir commis aucune erreur et refuse de présenter des excuses. Officiellement, une enquête sur le naufrage est toujours en cours et l'affréteur japonais a dit contribuer aux opérations de nettoyage à hauteur de 8 millions d'euros. Maurice, archipel de l'océan Indien, dépend de ses eaux pour sa sécurité alimentaire basée sur la pêche et pour l'écotourisme dans une zone qui compte parmi les plus beaux récifs coralliens du monde. Les manifestants ont bloqué les routes vers l'aéroport Ben Gourion alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu doit se rendre aux États-Unis pour assister à la signature d'accords visant à normaliser les liens avec le Bahreïn. Israël est devenu dimanche soir le premier pays fortement affecté par le coronavirus à réimposer un confinement national d'au moins 3 semaines pour tenter de juguler une seconde vague de contamination. Avec la ouverture des écoles et la tenue cet été, des mariages rassemblant parfois des centaines de personnes, le taux d'infection est reparti à la hausse avec désormais au compteur 155 604 cas de Covid, dont 1119 décès pour une population de 9 millions d'habitants. Le confinement d'au moins 3 semaines n'est pas du goût des populations qui critiquaient déjà la gestion de la pandémie par le gouvernement. Ce n'est pas un traité de paix, c'est une normalisation des relations qui a commencé il y a 20 ans avec Rabat et Paris. Il va maintenant signer un accord, soi-disant un accord de paix, alors qu'il laisse le pays dans un chaos total. Le corona monte en flèche, il nous confine et il ne fait que vivre avec sa famille. Ce n'est pas un accord, il n'a pas été ratifié par la Knesset, ni par aucun comité de la Knesset. Which was not ratified, not by the Knesset, not by any committee of the Knesset. C'est insupportable et nous ne pouvons plus le supporter. Et en ce qui nous concerne, il ne va pas prendre l'avion ce soir, ou s'il le prend, il va le prendre tard ce soir. Et s'il décolle et qu'il a un laissez-passer, il va nous voir. Le nouveau confinement entrera en vigueur à partir de vendredi pour la fête du Nouvel An juif et se terminera vers le 9 octobre prochain, ont précisé les autorités. Des Libanais vertement aux prises avec l'armée républicaine. 40 jours après l'explosion meurtrière ayant endeuillé le pays de Michel Aoun, ces manifestants très en verve disent en avoir marre de l'absence de progrès dans l'enquête. En route pour le palais de la République pour le signifier de vive voix au président Aoun, ils ont été arrêtés dans leur élan par plusieurs cordons sécuritaires. Des accrochages qui s'en sont suivis ont failli dégénérer, mais le pire aura été évité. L'explosion, le 4 août, d'une importante quantité de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth a tué plus de 190 personnes, blessé 6500 autres et laissé 3000 personnes sans abri. Ce drame de trop, dans un pays en pleine crise politique et économique, a attisé la colère contre la classe politique quasi inchangée depuis des décennies. Le ras-le-bol populaire a été accentué davantage par la faible mobilisation de l'État après le drame pour venir en aide aux populations sinistrées. Une tâche assumée par contre principalement par la société civile, des ONG et des volontaires. À ce jour, quelques 25 personnes au total ont été arrêtées après le drame du 4 août, notamment des responsables du port, des douanes et des appareils sécuritaires. Par contre, aucun haut responsable politique n'a été arrêté.
Les appels à une enquête internationale indépendante pour mieux situer les responsabilités ont jusqu'alors été tous rejetés par Beyrouth. 2 ans de prison ferme pour Draheni. Nous allons faire un pourvoi en cassation, a déclaré à l'agence France-Presse son avocat, Maître Bouchachi. Son maintien en détention est la preuve d'un enfermement du régime dans une logique de répression absurde, injuste et violente, a réagi Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, dont Khaled Draheni est le correspondant en Algérie. Le journaliste âgé de 40 ans a été arrêté après avoir couvert le 7 mars à Alger une manifestation d'étudiants. Il est aussi accusé d'avoir critiqué sur Facebook la corruption et l'argent du système politique et d'avoir publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale. Selon Reporters sans frontières, Draheni avait été condamné le 10 août dernier à 3 ans d'emprisonnement pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Lors du début du procès en appel, il y a une semaine, le procureur avait requis 4 années de prison ferme contre lui. Je trouve que c'est abusé. Aujourd'hui, on consacre l'injustice au sein du palais de justice. C'est juste immoral, non éthique, et cela n'augure rien de bon pour la suite de l'avenir de l'Algérie. C'est triste. Aujourd'hui, un journaliste qui a exercé son métier, qui a fait ses fonctions de journaliste, qui n'a fait que transmettre la voix du peuple, se trouve condamné de 2 ans de prison. C'est quoi ça? Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer le journalisme en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, on ne fait que être chargé de communication du régime. En dissuadant sa couverture journalistique, une justice algérienne aux ordres croit possible de mettre le Irak dans une cocotte minute et de fermer le couvercle. C'est une stratégie vaine, explosive, qui sape la légitimité de ceux qui la mettent en œuvre, a dénoncé Reporters sans frontières. Khaled Draheni était jugé en compagnie de Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, 2 figures du Irak, le soulèvement populaire anti-régime. Sous le coup des mêmes chefs d'accusation, Ben Larbi et Amitouche ont été condamnés à 4 mois de prison. Les ayant déjà purgés, ils sont ressortis libres de la cour d'Alger. Une nuit d'horreur pour Karen Sharp, comme pour les habitants de l'État américain de l'Alabama et du nord-ouest de la Floride. En plus de les submerger d'eau, la tempête Sally les a plongés dans le noir dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon le site poweroutage.com, plus de 510 000 foyers n'avaient plus d'électricité mercredi dans ces 2 États. L'ouragan aurait fait un mort dans la ville côtière de Orange Beach, dans l'Alabama. Pour ceux qui n'ont pas péri, il y a eu plus de peur que de mal. Il faudra néanmoins réparer les dégâts. J'étais effrayée. Je suis contente que tout soit terminé. Dieu merci, on est en vie. Vraiment. Un revirement un peu inattendu vers le nord, nord-ouest ici, de la tempête Sally et qui a engendré des inondations chez nous. On est dans le centre-ville de Pensacola, en Floride. Comme je l'ai dit, c'était complètement inattendu. Je pense que ce qui va faire peur à tout le monde, c'est le fait que c'était inattendu et qu'ils n'ont pas pu prendre les moyens nécessaires pour se préparer. Et comme vous le voyez ici, on n'était pas du tout préparé. On n'était pas trop inquiet parce qu'ils disaient que ça allait être de catégorie 1 et quand c'est arrivé, c'était de 2. C'était juste beaucoup de vent et de pluie. L'ouragan Sally devait traverser le sud-est de l'Alabama dans la nuit avant d'arriver sur le centre de l'État de Géorgie, puis la Caroline du Sud jeudi, toujours accompagné de pluies torrentielles, a précisé le Centre national des ouragans. Se retirer pour préserver la démocratie, c'est le choix fait par la présidente par intérim de la Bolivie, Janine Áñez, qui a annoncé jeudi son retrait de la course à la présidentielle 1 mois avant les élections. Elle explique sa décision par le risque de voir le vote démocratique divisé entre plusieurs candidats et qu'à la suite de cette division, le MAS, Mouvement pour le socialisme dirigé par Morales, finisse par remporter les élections prévues le 18 octobre prochain.
Si nous ne nous unifions pas, Evo Morales reviendra. Si nous ne nous unifions pas, la démocratie périra. Si nous ne nous unifions pas, la dictature l'emportera. Bref, aujourd'hui, je mets de côté ma candidature en hommage à la liberté et à la démocratie. Je vais poursuivre dans mes fonctions de présidente, m'occuper des Boliviens jusqu'à l'arrivée d'un nouveau président élu. Et je vais continuer à faire mon travail avec la même énergie et le même courage qui ont caractérisé ce gouvernement depuis le premier jour. Sa décision intervient au lendemain de la publication d'un sondage par la Jubilee Catholic Foundation qui lui a attribué la 4e place avec seulement 7% des intentions de vote. Janine Agnès, devenue présidente par intérim après que la rue a contraint Morales à démissionner, avait promis de diriger un gouvernement de transition afin de convoquer de nouvelles élections en 2020. Mais en janvier, elle a annoncé sa candidature, une décision largement critiquée par ses adversaires et certains alliés. La possibilité d'un report des élections législatives au Venezuela, suggérée par l'Union européenne, ne sera pas possible, a estimé le président Nicolás Maduro au cours d'une visioconférence en présence des candidats proches du gouvernement. Jeudi, le groupe international de contact qui regroupe les pays européens et latino-américains afin de mettre fin à la crise vénézuélienne a déclaré dans un communiqué commun que le calendrier électoral actuel ne permet pas le déploiement d'une mission d'observation comme souhaité par Caracas. Accepter cette recommandation conduirait à violer la Constitution, a affirmé le président Maduro. L'Union européenne a suggéré la possibilité de reporter la date des élections au Venezuela, mais c'est impossible car il s'agit d'un mandat constitutionnel. La Constitution prévoit que le 5 janvier 2021, la nouvelle Assemblée nationale entre en session. Que nous ayons un dialogue permanent tel que nous l'avons et, si vous y réfléchissez, au Venezuela, nous aurons des élections. Au Venezuela, nous aurons une nouvelle Assemblée nationale et vous, Union européenne, ne pouvez pas rester bloqué dans le scénario de Donald Trump de remplacement des pouvoirs publics au Venezuela. L'opposition accuse le président Maduro d'utiliser le contrôle exercé sur l'ensemble des pouvoirs publics pour en finir avec la possibilité d'avoir quelque type d'élections libres et concurrentielles. Le chef de l'opposition, Juan Guaidó, qui s'est proclamé président par intérim en janvier 2019, a répété jeudi sur Twitter que les conditions pour des élections libres n'existent pas au Venezuela.